Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Gynéenne. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté, car aujourd'hui on va attaquer un gros morceau, donc il faut être en forme. La dernière fois on a parlé des elfes, il a déjà fallu 2 parties pour couvrir la principale histoire des elfes. Et aujourd'hui on s'attaque aux humains. Et aux humains, il y a beaucoup de choses à dire aux humains, évidemment. Hein. Et on va commencer par le commencement, par l'éveil des humains. Donc, l'éveil des humains, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'on avait commencé, donc Noura qui est la plaine de jeu de Vélania, la grande mère, le pilier de la vie. Je vous renvoie à la première vidéo sur le commencement pour voir de qui je parle. Elle a créé Noura pour créer un monde à son image, et elle avait donné naissance aux elfes. Et pourquoi est-ce qu'elle aurait eu envie de créer les humains? Le fait est que Vélania voyait ce qui se passait chez les elfes. Elle voyait l'orgueil grandissant chez les elfes. Si vous vous rappelez, les elfes ont eu une guerre civile parce qu'ils ont ça a un peu mal tourné, mais tout débutait d'une caste dirigeante qui a eu un orgueil plus gros que le ventre et qui a provoqué cette guerre civile. Vélania était témoin de ça, et elle a vu cet orgueil grandissant, elle a vu cette souffrance, et ça la peinait, ça la rendait vraiment triste, et elle ne savait pas trop quoi faire. Et du coup elle s'est dit que peut-être que créer les elfes si parfaits c'était une erreur. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer une deuxième race qu'elle va créer imparfaite. Enfin, imparfaite, moins parfaite. Rappelez-vous, les elfes n'étaient pas immortels. Hein. Les elfes sont devenus immortels seulement après le don de la vie. Ça, je vous renvoie sur la première vidéo des elfes pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Et Vélania va créer les humains, toujours à son image, un peu différent, un peu moins beau, un peu moins résistant, un peu moins fort. Toujours un elfe moins, quoi. Il y avait les oreilles pas pointues. Pour ce faire, elle va donner naissance aux humains dans une région différente, parce que bon, elle voit les Calès également, ces traces d'hommes lézards belliqueux qui vivent dans la partie sud-ouest de la carte, donc vous voyez là. Elle va les créer dans la région centrale, qui est la région du cœur. Alors, le cœur, c'est tout ce qui est entre les chaînes de montagnes. Donc c'est la partie centrale du continent. Il faut savoir que la partie nord du cœur, qui est au nord du fleuve central, qui est la faille, c'est la terre des dragons. Du coup, on va pas mettre des bonhommes là-bas. Hein, c'est une mauvaise idée. Enfin, dragon humain, à mon avis, ça va finir en barbecue, mais pas le barbecue du dimanche bien sympa avec une bière au coin du feu. Du coup, elle va les créer dans la partie centrale sud du cœur. Elle va faire pareil qu'avec les elfes. Elle va créer un paquet d'humains, et ces humains vont avoir un accès incontesté à la région. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres premières races qui s'y sont installées. Par première race, j'entends griffons, golems, sirènes. Bon, les sirènes sont dans la mer, donc fatalement elles ne sont pas sur le continent. Dragons, etc. Du coup, les humains vont s'installer, vont se propager des montagnes à l'ouest jusqu'à l'océan à l'est. Donc ils vont vraiment prendre toute cette région pour eux. Sauf la partie vraiment très très au sud, puisque par là il y a des colonies Calès. Du coup, ils vont pas y aller, parce qu'ils vont se faire défoncer. Donc voilà. Et les humains, par contre, au moment de le réveil, vont s'organiser en tribus. C'est-à-dire qu'ils s'éveillent par paquets, hein, ils sont un peu là, et ils vont s'organiser en tribus autour de leurs points communs, des valeurs qu'ils partagent. Alors bon, ils viennent d'apparaître, donc toi, t'as l'air d'être fort et tu me défends contre les animaux sauvages, je vais rester avec toi. Oh, toi, tu valorises plus la sagesse, etc. T'aimes bien raconter des histoires, voilà, moi je... Voilà. Vous voyez un peu l'idée, ils sont ensemble, ils s'organisent en tribu. Donc ça va être une société tribale, les humains, et donc il va y avoir des rivalités évidemment entre ces tribus. C'est-à-dire qu'une tribu qui veut bouffer, si elle a rien à bouffer mais que la voisine en a, ils vont se taper dessus, il va y avoir ces rivalités. C'est une société pas belliqueuse, mais voilà, la loi du plus fort, entre guillemets.
Lorsque cette société s'est un peu développée, ce peuple s'est un peu développé, s'est un peu installé, ils vont, un peu comme les elfes, attirer la curiosité du Panthéon. Alors le Panthéon, par Panthéon... Attendez, je vais vous montrer le Panthéon. Par Panthéon, j'entends pas que les aimés. Donc les aimés, ce sont les dieux créateurs du monde, qui sont Ambléar, Valera, Unur, Selinda, Lilka et Dalchi, ainsi que Selendar et Alnor. Bon, c'est beaucoup de noms, mais ne les retenez pas nécessairement. Les noms importants, on va en parler maintenant. Parce que le Panthéon, c'est les aimés, mais c'est pas que les aimés, c'est aussi leurs enfants. Donc c'est toute la team, Izon, Cléa, Iorek, Kalios, etc. Donc le Panthéon va visiter les humains. Certains membres du Panthéon vont visiter les humains. Parmi eux, je vais laisser l'image du Panthéon. Parmi eux, il va y avoir Elior. Elior, qui est le fils d'Ambléar et de Valera, qui est, le dieu de la justice. On va dire ça comme ça. Il va venir aux humains, il va se présenter, salut les gars, et les humains vont le voir, et certains humains vont trouver cet être vraiment attirant, dans le sens où il provoque un très grand respect chez eux, et d'autres vont le voir comme une grosse... vont le craindre, vraiment le craindre. Néanmoins, Elior va apporter à la société humaine des notions d'honneur et de justice qu'il n'avait pas auparavant. Ce qui fait que les guerres, par exemple, les guerres entre tribus vont se ranger. C'est-à-dire qu'on va plus y aller, peut-être la première YOLO, on va faire des batailles rangées pour respecter les nouveaux standards, les nouvelles valeurs d'honneur, de justice, de respect, etc. qui ont été apportées par Elior. Le deuxième qui est venu rencontrer les humains, c'est Lilka. Alors Lilka, c'est un aimé, donc c'est un dieu. C'est le dieu de la lumière. La lumière qui a une connotation pour le savoir. Donc la base de la lumière, derrière la lumière, c'est le savoir. Il va venir parmi les humains, mais lui, il va se dissimuler. Parce que l'une des capacités que procure le don de la lumière, c'est l'illusion. Donc il va venir parmi les humains, il va se dissimuler, il va pas attirer l'attention, et il va surtout aller parmi les tribus qui valorisent la connaissance. Évidemment, c'est l'aimé de la lumière, c'est l'aimé du savoir. Lui, c'est ce qui l'intéresse. Les brutes qui se tapent avec des gros marteaux, ça ne l'intéresse pas. Donc il va vivre parmi eux, et une fois qu'il va se sentir à l'aise, au ton soutif si tu veux, il va se présenter aux humains, il va se révéler aux humains, voilà, et les humains vont apprendre de lui, c'est-à-dire qu'il va décider de leur enseigner. Alors évidemment il y a un petit choc, ah mince alors, Roger, en fait tu es le dieu de la lumière et du savoir, c'est incroyable, mais ça passe assez vite, et ils comprennent bien qu'ils peuvent apprendre énormément de lui, puisqu'il est resté avec des gens qui valorisent le savoir plus qu'autre chose, et il va enseigner à ces humains, et lorsqu'il va décider de partir, certaines tribus entières vont décider de partir avec lui. Alors ils vont partir vers l'ouest pour vivre avec lui selon ses principes. Ça c'est un détail qu'on abordera un peu plus tard. Le suivant qui s'est présenté aux humains, c'était Urion. Alors Urion, c'est le petit-fils des aimés. Urion, c'est le garde-terre. Alors, pour rester très synthétique sur ça, il va y avoir un ordre qui s'appelle les gardiens, qui est fondé par Kaleos et Elior, et Urion, c'est le garde-terre, c'est le garde de la terre. Ah, merci Captain Obvious. C'est le garde de la terre, mais on en parlera une autre fois. Il y aura une vidéo dédiée aux gardiens, c'est pas de souci. Alors, donc le garde-terre, qui est le gardien de la terre, qui protège la vie sur terre en fait. Il valorise, il défend les animaux, il défend l'ordre naturel des choses. Voilà, c'est plus correct. C'est le gardien de l'ordre naturel des choses. Va venir aux tribus qui, elles, sont plus proches de la nature. Donc il va arriver vers elles. Elles vont le respecter énormément. Et il va leur enseigner à respecter la vie. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de là, les méthodes de chasse de ces tribus, les méthodes de culture de ces tribus vont être plus orientées sur le respect de la vie. Donc,
Par exemple, pour donner un exemple comme ça, dessus de ma tête, prenez les moments dans le film de James Cameron Avatar où quand on tue un animal, ah ben merci parce que grâce à ta chair je vais pouvoir vivre, grâce à ta peau je vais pouvoir me réchauffer, etc. Donc c'est un peu un truc dans ce sens-là. Ensuite, il y a Kaléos qui va se présenter aux humains, qui va arriver voir les humains. Lui, il n'a pas de problème, il arrive clairement comme ça. Et il va plutôt se tourner vers les humains qui sont des artisans. Et ces humains vont apprendre de lui. Kaléos, c'est le grand architecte. C'est le fils d'Unur et de Selinda, c'est un créateur, c'est un bâtisseur. Et les humains qui vont l'écouter vont apprendre énormément de lui et vont devenir les plus grands artisans humains. Et vont aider le peuple humain à faire un bond technique incroyable. Donc c'est vraiment ces tribus-là qui vont pousser la race humaine vers l'avant. Enfin, et il fallait bien que ça se passe mal à un moment, il y a Iorek. Alors, Iorek, c'est celui qui s'est fait, on va en parler juste après, c'est le mouton noir de la famille. Et Iorek, c'est le corrupteur. Donc déjà, ça annonce la couleur. Hein. C'est pas un gars vraiment sympa avec qui passer son samedi soir. Et il va venir voir les humains, et lui... il va les mépriser, il va les voir, il dit c'est des fragiles, ils valent rien. Mais malgré tout, il va quand même voir certaines qualités qu'il valorise énormément chez eux, notamment l'ambition et l'opportunisme. Ah, évidemment, c'est pas l'honneur et la justice qui l'intéressent lui. Et il va notamment trouver une oreille très attentive dans les tribus superstitieuses qui adorent des dieux païens. Il va réussir à les tourner vers lui plutôt que vers ses dieux. Donc, c'est des dieux païens, ils n'existent pas, entre guillemets. Et il va apprendre à ces tribus superstitieuses la magie noire. Et ces tribus vont gagner en influence, elles vont devenir très puissantes grâce à ça. Toujours, mais vont devenir très puissantes grâce à la magie de Iorek. Donc, sont dépendantes de lui, mais grâce à lui, elles vont gagner en influence, elles vont devenir vraiment très puissantes. Mais c'est pas des tribus où il fait bon vivre. C'est des tribus où on torture, c'est des tribus où on sacrifie. C'est des tribus qui adorent la magie de la corruption et de la perversion. Donc, du coup, c'est pas cool. c'est pas cool. Hein, on va dire ça comme ça. Maintenant, va se passer un événement dramatique, pour plusieurs raisons, qui est le bannissement. Alors le bannissement, c'est le moment où le Panthéon décide de bannir Iorek, qui est devenu Yorun, le corrupteur, de le bannir à cause de tous ses méfaits. Il a corrompu les nains pour en faire des gobelins, il a corrompu les sirènes pour faire des frayeurs, il a provoqué la guerre des cimes chez les elfes, et c'est à cause de ça que on a décidé que c'est tout maintenant. Allez, maintenant tu dégages. Le bannissement, c'est le moment où la partie supérieure de la carte du continent, qui est le sommet, c'est ce moment-là où Unur, le dieu de la terre, l'aimé de la terre, arrache cette partie du continent. Ça a une conséquence, c'est que ça va complètement perturber les plaques tectoniques de la planète, et ça va changer le continent à jamais. Il va devenir comme ceci. Alors, le sommet est disparu, hein, il est de l'autre côté de la planète, hein, mais il est toujours là. Le bannissement, les aimés, le Panthéon décide de mettre Yorun et toutes ses créations perfides avec lui sur le sommet et de le bannir. Ce qui fait que certaines tribus humaines qui étaient les plus fidèles à Yorun ont été bannies avec lui. Donc le Panthéon est venu, il a embarqué les humains, il les a tapés dans le continent glacial, enfin dans la partie froide, glaciale presque du continent, il les a tapés. Ça veut dire que c'est des tribus entières, hein. C'est des centaines et des centaines de personnes, voire des milliers de personnes qui dégagent et qui disparaissent comme ça. Enfin, non, pas comme ça, mais je veux dire, ça laisse un gros trou dans la population humaine. Et également, le bannissement a donc cet impact que les plaques tectoniques ça bouge,
comme vous voyez, la partie sud du continent s'est détachée, c'est devenu une île presque continentale. Hein. C'est une grosse île. Hein. Et également, ça va avoir un terrible impact sur la faille. Donc le fleuve qui traversait le cœur d'ouest en est va s'agrandir énormément, au point que l'océan va commencer à remonter le fleuve. Ce qui fait que les eaux du fleuve deviennent salées. Alors, c'est pas super salé, hein, c'est pas genre vous avez laissé tomber la salière dans la soupe hier pendant le dîner, mais c'est salé, ce qui fait que ça a un impact énorme, enfin, ça a un impact plus ou moins énorme sur les côtes du fleuve. Alors, également, maintenant, comme vous le voyez, la partie est s'est détachée, c'est devenu une île. Ce qui fait que maintenant, la partie du cœur qui reste est soudainement sujette au vent marin. Et ça a aussi un impact. Donc entre la salinisation du fleuve, les nouveaux vents marins, la région va se désertifier. Et ça va être terrible pour les humains, évidemment. Ça va avoir un terrible impact pour les humains. Le désert, donc il va y avoir un désert. La seule trace de verdure qui va perdurer, ce sera la coulée verte, qui est donc cette forêt de palmiers et d'arbres de jungle un peu, qui survivent malgré le climat compliqué, qui survivent le long de la rivière en fait. Enfin, c'est un fleuve-rivière-ish entre les deux. Et là, ça va avoir une conséquence sur la population humaine, c'est que beaucoup vont pas réussir à s'adapter. Parce que les régions riches vont être de moins en moins présents, enfin il va y en avoir de moins en moins, ça va être de plus en plus difficile de survivre. D'autres conséquences qui ne sont pas que géographiques, notamment parmi le Panthéon. Devant les méfaits du corrupteur, les aimés et leurs enfants se sont dit bon, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas laisser le monde aussi fragile. Il faut qu'on le protège mieux. Et Hélior, le dieu de la justice, va entendre ça. Et il va décider de rallier autant de mortels qu'il peut sous l'étendard de la justice, de manière à protéger le monde. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voyager aux quatre coins du monde, donc autant en Sala, donc les Chines, la partie ouest, autant à l'est, et il va essayer de rallier autant de disciples qu'il le peut. Alors évidemment, quand il va voir les Kalès, donc ces fameux hommes lézards qui vivent dans le sud-ouest du continent, ça se passe mal parce que ils avaient rejeté les aimés, maintenant les enfants arrivent, ils les rejettent également. C'est une race très ambitieuse, très belliqueuse, qui cherche tout le temps la baston, qui est autosuffisante, qui refuse les influences extérieures. Donc Hélior ne trouvera pas de disciples chez les Kalès. Par contre, les elfes, eux, vont l'écouter. Et certains elfes vont suivre Hélior pour fonder cet ordre de justiciers, entre guillemets. Bon, c'est pas des super-héros, hein, c'est un peuple, enfin, des hommes et des femmes insufflés de l'esprit de la justice. Également, Hélior va passer du côté des humains, qui sont dans une situation terrible, hein, puisque leur région se désertifie et devient de plus en plus âpre à vivre. Et certains humains vont le suivre, vont décider de le suivre. Alors certains humains vont le suivre parce qu'ils partagent ses idéaux, certains humains vont le suivre parce qu'ils se disent bon ben en fait il y a peut-être une porte de sortie là, hein, donc on va y aller. Hein. Et donc ces elfes et ces humains qui vont suivre Hélior vont fonder l'ordre des lames-juges. Les lames-juges qui seront cet ordre de guerriers de la justice, un peu comme des paladins, mais pas des paladins. C'est pour vous donner une petite analogie, que vous compreniez un peu l'idée. C'est un mix entre paladins et Jedi, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas des Jedi et c'est pas des paladins. Mais c'est un peu un mix entre les deux. On en parlera plus tard évidemment, parce qu'il y a beaucoup à dire sur les lames-juges. Et donc voilà, donc les lames-juges sont apparus et vont apporter une ère de paix et de justice sur la quasi-totalité du continent. Ils vont vraiment s'étendre, mais on en parlera. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qu'on fait des humains qui restent ? Il faut passer au contexte. Donc comme je l'ai dit, la région est de plus en plus hostile. Il y a la désertification. C'est difficile de se nourrir.
et les maigres ressources alimentaires, j'entends, sont défendues férocement. Donc c'est une guerre pour la survie. C'est clairement, c'est marche ou crève. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a une tribu en particulier. Comme vous vous rappelez, je vous ai dit que, par exemple, Kaléos était venu voir les humains, qu'ils étaient devenus des grands artisans. Et parmi ces tribus, il y a la tribu de Uo, qui voit la naissance du fils du chef. Et ce fils du chef s'appelle Ouoros. Ouoros, il a une souplesse d'esprit et une intelligence qu'on a rarement vue parmi les humains. Il apprend très très vite. Et en grandissant, il apprend auprès des plus grands artisans, des plus grands sages. Et il engrange énormément de connaissances qui viennent du grand architecte, donc de Kaléos. Et parce que faut comprendre, il y a des tribus qui se tapent sur la tête, il y a des tribus qui sont dans leur coin, qui commercent, et il y a par exemple la grande majorité des tribus qui ont suivi Kaléos, qui ont suivi les enseignements de Kaléos, elles vivent elles sont paisibles en fait, elles vivent entre elles, elles s'entraident, donc il n'y a pas de problème. Et Ouoros va jouer de ça, il va aller dans chaque tribu, apprendre auprès des plus grands artisans de chaque tribu, qui ont évidemment des spécialités différentes ou des qualités différentes. Mais il va apprendre auprès de toutes les tribus, il va se forcer à faire ça. Il va travailler à ça, il va aller apprendre auprès de tout le monde. Et lorsqu'il devint le chef de sa tribu, donc de la tribu de Uo, à la mort de son père, évidemment non, à la mort de son père, il utilisa ce savoir, parce qu'il utilisa ce savoir pour réorganiser sa tribu et pour instaurer des nouvelles règles. Alors ces règles vont être évidemment plus rigoureuses, parce que c'est de plus en plus dur. Plus le temps passe, plus c'est difficile de survivre. Hein. Et il va également instaurer une intelligence de vie. Alors par intelligence de vie, j'entends évidemment exploitation des ressources, manière de bâtir les maisons, etc. Manière de gérer les relations entre les membres de la tribu, etc. Mais on n'a jamais vu ça avant. Il est vraiment en train de révolutionner ce qui se passe. Également, il va armer ces gens. Parce que il faut survivre et hélas, les armes, ça devient nécessaire. Mais grâce à la connaissance combinée de Uoros et des autres tribus, ils vont atteindre un savoir-faire inégalé jusqu'alors. C'est vraiment une révolution dans l'organisation de la société humaine. Hein. Également, Ouoros, du fait de ses voyages et du fait quand même de la mentalité des tribus qui ont suivi Kaléos, elles vont s'unifier. Il va les unifier. Il va dire, écoutez, c'est difficile, il faut survivre, il faut qu'on fasse quelque chose, mais il faut qu'on le fasse ensemble. Et évidemment, comme ils partagent tous la même mentalité, on va dire ça comme ça, ils vont s'unir paisiblement. Ils vont dire, ok, on te suit, gamin. Vas-y, montre-nous la voie. Et ils vont le suivre. Cependant, il y a d'autres tribus qui ne voient pas ça comme ça. Parce qu'il y a d'autres tribus, comme je le disais plus tôt, qui choisissent de se taper sur la tête et de piller, faire du pillage pour survivre. Et c'est notamment le cas d'une tribu, la tribu des Gauches. Alors c'est pas forcément important de retenir ça, mais c'est la tribu des Gauches. Et elles vont voir l'essor de la tribu de Uo comme une menace. Du coup, ils vont dire, on va passer à l'attaque, on va leur couper l'herbe sous le pied avant qu'ils deviennent une trop grosse menace. Qu'est-ce qui va se passer alors ? Les Gauches attaquent, mais ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts face à l'avancée technique de l'artisanat des Uos. Les Uos forgent le fer et les Gauches sont toujours au bronze, ce qui fait qu'ils se font laminer. Les épées en fer taillent comme dans du beurre et la bataille ne dure que quelques jours au final. Et avec une défaite cuisante des Gauches. Cependant, Uoros est très malin et il va dire aux Gauches, écoute, au chef des Gauches, écoute, je t'ai vaincu, mais on est le même peuple, il faut qu'on survive ensemble. Donc rejoins-moi, deviens un de mes vassaux et sers-moi. Et le chef va dire oui, en fait. Il va voir la clairvoyance dans cette proposition et il va accepter de rejoindre Uoros. Et ainsi de suite,
Ainsi de suite, chaque tribu va rejoindre ou pas Uoros. Uoros va très souvent d'abord proposer aux autres tribus, écoutez, il faut qu'on survive ensemble, rejoignez-moi. S'ils refusent, la tribu de Uoros a toujours besoin des ressources. Du coup, ils vont entrer en guerre pour conquérir les ressources de l'autre tribu. Mais même au moment de la défaite, il va leur proposer, écoutez, on vous a défait, il y a eu du sang qui a été versé, mais rejoignez-moi, on peut survivre ensemble. Et en général, la plus grande partie des tribus va accepter. Il y a des tribus qui vont refuser, des tribus orgueilleuses, des tribus qui ne partagent pas les idéaux du Uoros. Et ces tribus-là, plutôt que de se faire décimer, vont choisir. Uoros va les bannir. Il va dire bah écoutez, oui, vous voulez pas me rejoindre, c'est votre choix. Mais moi, je peux pas me permettre de vous garder si vous ne partagez pas vos ressources avec nous. Donc vous partez ou on vous décime. Et en général, la mort ou la route, ils prennent la route. Et ce qui fait que, au final, à un moment, Uoros va avoir uni toutes les tribus qui étaient présentes sur la région du cœur, la terre des humains. Il va appeler sa grosse tribu. Il va appeler son peuple les Uoras, qui sont les fils de Uo. Et il va se faire sacrer premier roi des hommes. Cependant, il va faire un petit truc subtil, c'est que il va rester fidèle aux enseignements de Kaléos et toujours valoriser le savoir. Et le titre de roi ne sera pas héréditaire, mais c'est entre guillemets le roi sortant qui va devoir désigner son successeur. Parmi ceux qu'il estime les plus aptes à régner, autant en termes de sagesse, de connaissance, de diplomatie, etc., etc. Et donc on en est là où on a un royaume humain organisé pour survivre dans une région hostile, et ça marche. Et ça marche. Et ça va devenir une puissance dans la région malgré les difficultés. Enfin, il y a une dernière zone, une dernière région humaine dont on n'a pas parlé. Enfin, la deuxième région humaine dont on n'a pas parlé, c'est l'île à l'est qui s'est détachée du continent, l'île d'Ombre-Brume. Alors, il faut comprendre que ce glissement de terrain, il y a des tribus humaines qui étaient dessus qui se sont retrouvées coincées. Alors, le glissement s'est fait de manière assez violente, donc on va pas dire que c'est « Ah, je me suis endormi hier et aujourd'hui je me réveille, je suis au milieu de l'océan », non, mais en quelques semaines, l'île est vraiment whiz, partie, elle a taillé la route. Et les gens qui vivent sur l'île discernent à peine le continent à l'horizon. Ils sont sur une île. Ils sont détachés de leur peuple et ils sont complètement perdus et ils périclitent. Ça part en cacahuète chez ces gens-là. Ils deviennent fous et il y a une vague de violence sanglante qui éclate. Donc c'est imaginer. Comment je vais dire, imaginez que soudainement toutes leurs ressources tiennent dans un mouchoir de poche et aussi qu'ils voient aucune raison de vivre en fait. Ils se disent on va jamais survivre. Alors ça part orgie, meurtre, vol, tout ce que vous voulez. Vous visualisez ça, visualisez le pire moment de l'humanité. Et ça, il y a quelqu'un que ça va intéresser et c'est Yorun, parce que Yorun il est banni sur son continent glacé. Mais il a toujours ses pouvoirs, et malgré la prison que le Panthéon a érigée autour de son continent, il arrive toujours, grâce à sa puissance, à toucher les esprits qui sont sur Noura, sur le continent. Et ça, il va sentir ce peuple humain qui part en vrille, et il va contacter, toucher, influencer certains d'entre eux, et influer sa puissance en eux. Alors il va leur faire miroiter la richesse, le pouvoir, tous ces trucs-là que les humains, que les humains qui valorisent, donc qui partagent les mêmes valeurs que Yorek, que Yorun, et il va leur insuffler une partie de son pouvoir. Ce qui fait que ces humains qui se sont rapprochés de Yorun vont devenir des nouveaux grands prêtres, entre guillemets, d'un dieu sombre. Et ils vont créer un culte insufflé de cette puissance. Ils vont réinstaurer un ordre. Alors je dis un ordre, parce qu'on va voir que c'est un peu négociable, parmi les sociétés de cette île.
ils vont créer un culte, mais qui va être un culte du sang. On n'est pas là pour jouer aux dames. Et avec le temps, ce culte du sang, ça va devenir une guilde d'assassins fanatiques. Donc, ils vont être assoiffés de sang, fatalement, et ils vont être constamment en recherche de sacrifices pour leur dieu. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Eh bien, éventuellement, ils vont réussir à développer une marine, parce qu'ils n'ont qu'une seule grande forêt, mais les arbres, ça pousse. C'est ça qui est magique avec les arbres. Ils vont réussir à développer une flotte. Et grâce à cette flotte, ils vont pouvoir retourner sur le continent. Et la guilde d'assassins d'Ombre Brume, donc c'est le nom de l'île à partir de ce moment-là, l'île d'Ombre Brume, la guilde d'assassins va déferler sur le continent à la recherche de sacrifices pour leur dieu. Et comme toute guilde, on va pouvoir les embaucher, entre guillemets. Mais bon, ça, on en parlera dans une autre vidéo. Parce que ceci met un terme à cette première partie sur comment les humains sont apparus, comment ils se sont organisés et comment leur société s'est développée. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Comme toujours, je suis extrêmement heureux de partager mon univers avec vous. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire que vous avez bien aimé, n'hésitez pas à dire que c'est naze. Enfin, c'est pas comme ça et comme ça sur Odyssey, mais vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas également à regarder les précédentes vidéos, à me dire ce que vous en pensez également, et à partager, même si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser, ce genre d'histoire, n'hésitez pas à partager. En attendant, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. On se voit la prochaine fois pour une prochaine chronique dont on parlera encore des humains, normalement. Et voilà, donc salut!